Bienvenue dans le 7e et dernier épisode de l'année de l'émission « L'enfant a des droits ». L'enfant a des droits est un rendez-vous de Radio Tiroir, la radio du théâtre du Tiroir. Dans ce numéro 7 du rendez-vous des droits de l'enfant, vous entendrez dans la deuxième partie d'émission la 7e causerie du vieux docteur Korczak, causerie qu'il donna à la radio polonaise en mars 1939. Pour ceux qui ne connaissent pas notre émission, elle est dédiée à celui qui est considéré aujourd'hui encore, dans le monde entier, comme le père spirituel des droits de l'enfant, Janusz Korczak, un médecin pédiatre polonais, un éducateur, un écrivain visionnaire, un Polonais qui consacra sa vie entière à la cause de l'enfant, et cela dans une époque troublée de l'histoire. Époque troublée s'il en est, Janusz Korczak, né Henryk Goldschmidt, connut pas moins de 4 guerres. Sa première guerre, en 1905, il porte l'uniforme russe contre le Japon. Toujours sous l'uniforme russe, il combat sur le front ukrainien pendant 1914-1918. Au front, il écrira son traité pédagogique « Comment aimer un enfant ». Et enfin, l'indépendance de la Pologne arrivant en 1918, dès 1919, sous l'uniforme polonais cette fois, il se bat contre l'armée russe. Toutes ces guerres ne détournent pas Janusz Korczak de son idée de rendre à l'enfant le respect qu'on lui doit. Il créa 2 orphelinats, Dom Siero, à Varsovie, la Maison des orphelins, en 1912, et puis en 1919, Notre Maison, Nasz Dom. Ces 2 orphelinats, Maison des orphelins et Notre Maison, fonctionnent encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à Varsovie. Ils sont toujours dirigés selon les idées pédagogiques de Janusz Korczak. La maison des enfants numéro 1 et la maison des enfants numéro 2, ces 2 orphelinats, appliquent sur le plan pédagogique les idées des grands pédagogues modernes, comme Pestalozzi, ce promoteur de l'éducation populaire au XIXe siècle, Maria Montessori et sa méthode d'éducation sensorielle non directive, Ovid de Crowley et son école de la vie, Alexander Neil et les enfants de Summerhill, Anton Makarenko et la réadaptation par le travail, et aussi bien sûr Célestin Freinet, promoteur des méthodes actives d'enseignement. Dans le domaine des droits de l'enfant, Korczak met en pratique les droits positifs de l'enfant, droit à l'expression, à la participation et à l'association. Nous avons déjà évoqué nombre de ces réalisations. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, avant de faire entendre la 7e causerie connue à ce jour du vieux docteur, permettez-moi d'entrer dans le détail de ce qui fut sans doute l'une des réalisations les plus novatrices de Janusz Korczak, le tribunal des enfants pour les enfants. Je suis un enfant et j'ai des droits. Je suis un enfant et j'ai des droits. Voici ce qu'en disait lui-même Janusz Korczak. L'enfant a le droit que l'on traite ses affaires avec sérieux et justice. Jusqu'à présent, tout dépendait de la bonne ou de la mauvaise volonté de l'éducateur. Il est temps de mettre fin à ce despotisme. L'enfant, oui, a le droit d'avoir un tribunal des enfants. Un tribunal où il peut juger et être jugé par ses pairs. J'affirme qu'un tribunal des enfants est indispensable, que dans 50 ans, pas une seule école, pas une seule institution n'en sera dépourvue. Bon, d'accord, au début, les juges auront tendance à prendre à la légère les plaintes des petits, les coups, les surnoms blessants, etc. Mais très vite, ils comprendront que la gravité d'une affaire se mesure au degré de peine ressenti par la victime, au sentiment qu'elle a d'avoir subi une injustice. Non, il n'y a pas de petite violence. Ce n'est pas parce qu'on est petit Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a droit à des petits droits. qu'on a droit à des petits droits. Après le journal de la petite revue, le tableau mural, la boîte aux lettres dont je vous ai parlé dans la dernière émission, sans aucun doute, le tribunal des enfants est le dispositif éducatif de Korczak le plus innovant. Il y était très attaché, tout en reconnaissant qu'une telle institution n'est pas une panacée. Quels en sont les aspects majeurs ? Eh bien, d'abord, c'est un tribunal d'arbitrage. Korczak écrit « La place que je consacre aux tribunaux d'enfants peut sembler à certains démesurée,
mais ce que j'y vois, moi, le premier pas vers l'émancipation de l'enfant, vers l'élaboration et la proclamation d'une déclaration des droits de l'enfant. L'État et le gouvernement doivent nous protéger. Dans le projet et à la réalité de ce qu'il a mené dans ces orphelinats, tous les dispositifs pédagogiques doivent favoriser l'évolution personnelle de l'enfant. Alors concrètement, comment fonctionne l'organisation de la justice dans les 2 orphelinats? D'abord, c'est une cour de justice. Elle comprend le secrétaire, qui tient le rôle du greffier. C'est en général un éducateur qui ne prend pas part au jugement. Il y a 5 juges désignés par tirage au sort. C'est une charge honorifique. Ces 5 juges sont tirés au sort parmi ceux qui n'ont eu aucune affaire au cours de la semaine écoulée, ni n'en ont inscrit eux-mêmes. Si le nombre d'enfants sages est insuffisant, on revient au grand groupe et on fait en sorte, toujours par tirage au sort, que personne n'ait à juger sa propre affaire. Ainsi, on élit, dans les orphelinats de János Korczak, chaque semaine une cour de justice pour juger environ 50 affaires environ. L'expérience a montré que l'ensemble des affaires de la semaine pouvaient être traitées en 1 heure ou 2 au maximum. Comment se passe une séance? À huis clos, 1 fois par semaine. Le tribunal prononce ses sentences conformément au code. Les jugements sont inscrits dans un livre qu'on appelle la Gazette du tribunal et sont lus à haute voix en présence de tous les enfants à la réunion générale. Cette réunion qu'on appelle aussi le Parlement des enfants. Dans cette cour de justice, il existe un droit d'appel suspensif, mais dans ce cas, l'affaire ne pourra pas être jugée avant 1 mois. J'ai le droit à la liberté d'expression. Il y a aussi des marges de manœuvre. Le tribunal peut demander le renvoi de certaines affaires au conseil juridique et à une séance publique en présence de tous. Souvent, ayant pardonné une faute, il peut aussi intervenir auprès du conseil juridique pour lui demander d'autoriser un enfant à enfreindre exceptionnellement le règlement, ou même l'autoriser à faire ce qui est interdit aux autres. Cela, c'est la prérogative du conseil juridique. J'ai le droit à la liberté de conscience. Et tous les mois, on dresse des états récapitulatifs, c'est-à-dire combien d'affaires sont inscrites, qui les a inscrites. En somme, on fait en permanence le bilan des résultats du tribunal. J'ai le droit à la protection de ma vie privée. J'ai le droit à la protection de ma vie privée. Selon quel code le tribunal arbitre-t-il? Eh bien, le code a été inventé et rédigé par János Korczak tout au long de son expérience. Il finit par donner des formules toutes faites, en 1000 articles, en réalité une centaine, et chacun de ces 100 articles comporte 9 possibilités d'attendu. S'il faut pardonner, le code dit pourquoi il faut pardonner. S'il s'agit de déclarer quelqu'un coupable, il dit dans quelle mesure il est coupable. L'importance du chiffre de l'article indique l'étendue de la faute. Les premiers 99 articles excusent en général, ou même innocentes. Dans les 10 premiers articles, le tribunal renonce au jugement. Et jusqu'au 49e article, l'accusé n'est pas vraiment coupable, ou plutôt est invité à se réconcilier. Du 50e au 99e article, l'acquittement est prononcé pour toutes les raisons possibles, y compris à titre exceptionnel. Et les condamnations commencent seulement à l'article 100. À partir de 100, seuls comptent les centaines. La répression, elle, va commencer à l'article 500. La sentence est publiée nominativement dans le journal de l'établissement. À l'article 600, le tribunal ajoute à la publication l'affichage de la sentence sur le panneau mural pendant 1 semaine. S'ajoute ensuite progressivement la communication de la sentence à la famille, puis la privation des droits civiques pour une durée d'1 semaine. L'article 900 est celui du renvoi, mais l'intéressé peut encore rester si quelqu'un accepte de le prendre sous sa responsabilité. Le protecteur devra alors répondre de toutes les fautes de son protégé devant le tribunal. Ainsi, le tribunal définit la durée de la protection. L'article 1000, lui, est sans appel, c'est l'exclusion.
Toutefois, après un délai de 3 mois, l'exclu pourra adresser une demande de réadmission dans l'établissement. J'ai droit à une protection même si je n'ai pas de famille. Alors, comment les enfants pouvaient-ils porter plainte devant ce tribunal? La possibilité était facile, permanente. Il suffisait d'inscrire sur un bout de papier son nom et celui avec qui on a eu une histoire. On l'affichait au tableau du tribunal. Cela s'appelle l'inscription. Et les enfants, comme les adultes, pouvaient pratiquer cette inscription. On a le droit d'inscrire au tribunal tout adulte, tout le personnel y compris. Et il existe des inscriptions nominales et des inscriptions contre X. Ce sont des affaires à éclaircir. Quand on ignore qui a fait ça, alors on pose la question. La collecte de ces dépositions s'appelle l'examen des affaires. Elle a lieu tous les soirs à la même heure. L'éducateur, qui est donc choisi parmi le personnel, est alors le secrétaire du tribunal. Il établit des listes, mais note aussi souvent les remarques des témoins. Celui qui a inscrit quelqu'un dont il se dit la victime peut retirer sa plainte ou pardonner, et alors l'affaire ne sera pas jugée. Et parfois, c'est l'agresseur désigné lui-même qui tient à ce que l'affaire soit jugée, c'est-à-dire que le tribunal évalue l'importance du reproche qui lui a été fait. Cette demande est fortement prise en compte. J'ai le droit à l'exercice de mes droits. J'ai le droit à l'exercice de mes droits. Alors, qui est le secrétaire de ce tribunal? Eh bien, c'est un éducateur. Il est chargé du recueil des dépositions, le soir ou le lendemain, et d'en faire la lecture en séance. Non, le secrétaire, c'est-à-dire le greffier, n'a pas le droit de vote. Il ne peut pas émettre de jugement. Mais il est le responsable de la gestion du tableau du tribunal. Il est responsable du livre des dépositions, du livre des verdicts, de la liste et du fonds de remboursement des dommages. Il doit aussi tenir la courbe des sentences. Et puis enfin, rédiger la gazette du tribunal. C'est la publication des décisions, où il peut donner un avis critique et même demander un nouveau jugement. Mais lui aussi, pas avant 1 mois. Je suis un enfant et j'ai des droits. On devine par ce récit qu'a m'a fait lui-même Korczak que le tableau du tribunal a une grande importance. On y affiche le nom des affaires en cours, par exemple Jakoubek contre Monika. On y affiche les affaires à éclaircir, le nom des enfants bénéficiaires du statut de cas spéciaux, les annonces de maladies détectées dans l'établissement, d'accidents causés par imprudence, des grands malheurs, tels que la mort, ou les sentences du tribunal, ou encore la courbe des sentences. Cette courbe des sentences est le diagramme collectif des jugements rendus. Ils sont enregistrés chaque semaine, chaque mois. C'est la véritable feuille de maladie de l'institution, la courbe de la santé morale, les reflets de ses crises et de son évolution. La courbe est affichée sur le tableau du tribunal. Ainsi, la courbe des affaires fixe le décompte individuel des inscriptions au tribunal. C'est un indicateur important de l'évolution de l'enfant. Selon Korczak lui-même, les problèmes de discipline étaient sans doute les plus importants. Korczak savait que tous ces enfants venus de la rue, orphelins, n'avaient souvent comme moyen de défense que la bagarre. Alors, il institua, pour calmer les bagarreurs, le droit de se bagarrer. En effet, les enfants avaient l'autorisation de régler certaines querelles et des conflits mineurs, mais selon certaines procédures. Ce droit au combat éliminait pratiquement toute vendetta incontrôlée. Eh bien, le résultat a été la disparition presque totale de la violence par l'acceptation de ce qu'il appelait le contrat social, ce qui rendait la vie bien plus facile aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Ce droit de se bagarrer, étonnant, était une solution qui renforçait chez l'enfant les défenses contre la violence, tout en laissant une issue à ses pulsions agressives et aux ressentiments accumulés. Mais il y avait des règles. La loyauté était la première. Les combattants devaient être de force égale. Et bien sûr, les armes et les coups dangereux étaient interdits. On disposait d'un registre des combattants, sur lequel devait figurer le nom de la personne avec laquelle on désirait se battre, et surtout pour quel motif. Cela devait être fait avant le combat, par une lettre adressée au directeur, qui en estimait la justesse et autorisait ou non le combat. Lorsque des bagarres imprévues éclataient, alors on faisait ce registre des combattants quand elles étaient terminées,
Là, chacun avait l'occasion de s'exprimer par écrit. Janusz Korczak lui-même, en tant que directeur, a été inscrit au tableau du tribunal. Il a été jugé 5 fois. Voici ce qu'il écrit. J'ai été jugé 5 fois. La première fois, pour avoir frotté les oreilles d'un garçon. La seconde, pour avoir mis à la porte du dortoir un chahuteur. La troisième, pour en avoir envoyé un autre au coin. Le quatrième, pour avoir insulté un juge. La cinquième, pour avoir soupçonné une petite fille d'avoir volé. Pour chaque procès, j'ai fourni une vaste déposition écrite. Eh bien, j'affirme que ces quelques procès ont été la pierre angulaire de ma propre éducation. Ils ont fait de moi un éducateur constitutionnel qui ne fait pas de mal aux enfants, non pas parce qu'il a de l'affection pour eux ou qu'il les aime, mais parce qu'il existe une institution qui les défend contre l'illégalité, l'arbitraire et le despotisme de l'éducateur. J'ai droit d'être protégé contre les mauvais traitements. J'ai le droit d'être protégé contre Les droits de l'enfant, les mauvais traitements. dit par les enfants de la classe de l'école du Lac de Saint-Berthevin. Pour finir l'année, voici la 7e causerie du vieux docteur, intitulée « Tu as eu des problèmes d'argent ?» Dis-moi, tu es un garçon irréfléchi, mais tu vas te rendre compte que c'est mieux ainsi. C'est bien que tu m'aies fait confiance et que tu m'aies révélé ton secret. Cette affaire est compliquée. Tu es dans une situation délicate, mais pas sans espoir. Je sais à présent pourquoi tu te querellais sans cesse. Eh oui, tu as vécu au-dessus de tes moyens, tu as dépensé trop d'argent, tu as des dettes. Alors maintenant, tes créanciers te tombent dessus. Ils ne te laissent aucun répit. À l'un, tu dois 5 grosses, à l'autre 15, à un autre encore 10 grosses. Tu ne te rappelles même plus combien tu dois à qui. Ton oncle t'a donné un zloty. Et c'est une jolie somme d'argent, tu aurais pu te tirer d'affaire. Mais ça arrive, hein. Quand un bonnet sans expérience reçoit d'un coup beaucoup d'argent, une immense fortune, ça lui fait tourner la tête, ça l'abrutit. Quoi, tu dis que tu collectionnais les timbres-poste bien avant, déjà ? Quelqu'un t'en avait donné. Tu les échangeais, tu en gagnais, et tu en achetais aussi. Tu avais des dépenses courantes. Oui, le cahier, le porte-plume. Tu disposais d'un maigre budget. Bon, tu joignais péniblement les deux bouts. Quant à ton album, tu investissais tes petites économies dans les timbres-poste. Oh non, tu ne les dilapidais pas. Tu dis, à juste titre, qu'eux aussi te doivent de l'argent et qu'ils ne te le rendent pas. Tu leur fais également crédit. Ils te sont redevables pour des timbres provenant de Chine, de Canada, des colonies françaises. Oui, tu as aussi prêté de l'argent à tout va. Moi, le trust des cerveaux, je considérais ces 33 grosses comme un capital gelé. Et ça s'appelle comme ça. Non pas 33 grosses flottants, mais de la glace. Je l'ai consigné avec exactitude. Ici, tiens, regarde. Voilà ta seule et unique transaction inconsidérée. Pour 25 grosses, tu as acheté les objets suivants. Un thermomètre cassé, 6 bougies de Noël consumées de diverses couleurs, 3 cartes postales, 2 sur des thèmes historiques, 1 sur la nature, une pièce de monnaie étrangère, 14 timbres-poste. Voyez-vous ça. Il a encore ajouté des lunettes de soleil et une balle de ping-pong écrasée. Tu pensais pouvoir la redresser dans de l'eau chaude, mais bon, elle était fissurée. Lorsque tu lui as reproché de t'avoir roulé, il t'a donné en plus le culot doré d'une ampoule et un ressort. Tu m'as donné raison. Tu te rends bien compte que tout ce fourbi, ce sont en réalité des débris. Ils étaient nombreux, peu chers et d'occasion, mais c'était quand même des débris, non ? Et inutiles. L'un achète ce dont il a besoin, alors que l'autre achète ce qu'on lui suggère, ce qu'on lui fourgue, ce qui lui tombe sous la main. Les lunettes de soleil. Oui, tu vas aller à la campagne cet été. Bon, laisse tomber, hein. D'ici là, tu les auras cassées ou perdues. Les bougies, tu as retiré les mèches.
Elle ne servait à rien après coup. Tu as modelé une boule avec la cire, tu la gardais dans ta poche, tu l'as donnée à un petit garçon dans la cour pour t'en débarrasser. La pièce de monnaie, du billion roumain inutile, si ce n'est peut-être pour jouer à la marelle. Mais tu l'auras perdu d'ici là. Les cartes postales sont inutilisables, elles sont sales. Les timbres, ils sont dédentés, froissés. Tu as payé comptant. Tu t'es laissé tenter à cause du grand nombre d'objets. Et voilà que tu es séduit par des conditions avantageuses. Mais si, rappelle-toi les aimants. Il fallait seulement verser un acompte de 5 grosses. Et puis 10 autres après, quand tu les aurais. Mais il était d'accord. Ben oui, quand je les aurais. Dis-moi, sur quelle rentrée d'argent comptais-tu? Tu as reçu par la suite 4 grosses et tu ne les as pas remboursées. Et l'harmonica? Est-ce que l'état de tes finances t'autorisait à prendre de nouveaux engagements? Le thermomètre, tu as fini de le casser pour en récupérer le mercure. Ah oui, c'est beau, ça brille. Si tu le presses avec le doigt, il se divise en petites billes mobiles. C'est curieux. Mais tu les as perdues. Elles ont disparu. Le culot doré, le mercure, tout ça c'est de la bêtise, de la niaiserie. Un investissement à perte, déficitaire. Quoi? 25 grosses jetées par la fenêtre. Et à quoi ça t'a servi? Ah, tu dis que tu as régalé tout le monde. Eh oui, tu avais un slotise. Il ne te reste déjà plus que 75 grosses. Ah, quel régal! Et pour qui? Tu ne te rappelles même plus. Il y avait toute une troupe de pique-assiettes autour de toi. Quant à toi, tu as acheté du chocolat, des graines, du halva, des mandarines. Quoi? Il voulait une banane? Et pourquoi pas? Après tout, c'est toi qui payes. Et pour finir, une cigarette. Pourquoi? Parce qu'il avait une allumette. Ah, vraiment. Il a tiré 2 fois dessus, et vous, 1 fois. Quel bacchanal, hein? Le chocolat, les graines de tournesol. Une orgie digne de Lucullus. Et voilà qu'en un clin d'œil, 50 grosses sont parties en fumée. Engloutir une telle somme d'argent, mais c'est de la folie, non? Cette réception fastueuse t'a ruiné. Tes créanciers étaient là aussi. Ah, ils ont mangé comme les autres. Ah, tu dis, oh bah les fumiers, ils ont tout bouffé. Et après, ils te pressent encore plus, ils te harcèlent pour que tu les rembourses. Dis-moi, qu'espérais-tu d'autre? Comprends-les. Ils voient que tu gaspilles ton argent, chocolat, graines de tournesol. Ah, tu peux te les permettre, alors tu peux autant les rembourser. Tu es redevable. Paie, puisque tu en as les moyens. Quelle générosité! On ne t'a rien demandé. Ce sont ces cadeaux qui ont fini par te chever. En un rien de temps, tu lui as acheté à elle une montre bracelet, 10 grosses, un miroir de poche, 5 grosses, 2 bagues, une à 5, l'autre à 10 grosses, la moitié d'une pâtisserie, et tu as mangé l'autre, du chocolat aromatisé à l'araque et du parfum, 5 grosses. Et voilà, tu as tout acheté en magasin. Content. Je sais, quand on aime bien quelqu'un, on se fait un plaisir de lui offrir des cadeaux. Mais mon cher, à petit mercier, petit panier, les fêtes opulentes et les présents somptueux en ont perdu plus d'un. Une modeste petite bague sertie d'une turquoise à 5 grosses, ce n'était pas assez. Il fallait aussitôt en acheter une autre en forme de cœur avec un brillant à 10 grosses. Tu as exagéré. Et l'harmonica et le revolver, quoi, des caprices de seigneur et de chevalier. Tu te demandes si tu dois rembourser ton camarade intégralement. Le revolver est cassé. Lui prétend qu'il fonctionnait. Il pense que c'est plutôt toi qui veux l'arnaquer parce que tu t'es amusé à tirer, tu l'as cassé, et maintenant tu n'en veux plus. Il a un témoin, hein. Tu dis que le revolver s'enrayait. Cela arrive avec les armes. Il fallait le tester, alors que toi, tu as décidé de le lui rendre au moment où il te réclamait ses 15 grosses. Tu es un petit malin, a-t-il dit. Un petit malin quand tu ne dois pas payer. Tiens, il fonctionne, mais maintenant il est cassé. Bon, l'affaire est conflictuelle. Il m'est difficile en mon âme et conscience de trancher. Bon, l'harmonica, c'est encore pire. Tu devais lui rembourser 10 grosses le dimanche. Il attendait cet argent, il comptait sur toi. Toi, tu t'es caché. Et le lundi, ni plus ni moins, tu lui as ordonné de te rendre les 20 grosses qu'il te devait. Il ne les avait pas.
il les a dépensés. Quant au fait que l'harmonica sonne faux, quoi, c'est de la camelote? Tu l'avais bien remarqué, non? Vous avez tous deux joué de cet harmonica. Un harmonica tout neuf, dans les boutiques, tu as raison, ça coûte une fortune. Mais toi, tu veux du pas cher, et en plus, par versement, à crédit. Non, 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 monsieur, c'est lui qui a raison. Quand tu n'as pas d'argent, ne fais pas d'achat. Et avant d'acheter, eh bien, réfléchis. Toi, tu ne le fais pas. Ben, c'est parce que je le voulais, prétends-tu. Vouloir, ce n'est pas assez, tu entends? Maintenant, tu tourmentes ton camarade. Tu le traites d'escroc. Lui aussi te tombe dessus. Tiens, voilà un nouvel ennemi. Un à cause du revolver, un autre à cause des aimants, un troisième à cause du timbre-poste, un quatrième à cause de l'harmonica. Ben, quant à toi, tu es pris au piège. Tu t'agites, tu te fourres les doigts dans le nez, tu cherches de l'aide. Tu es irréfléchi, sans expérience. Je connais ça, hein. Vois-tu, il y avait un garçon qui s'était mis en tête d'élever des pigeons. Il avait oublié qu'il fallait acheter des graines. Oh, oh. Oui, c'est bien triste. Il avait même commencé à voler. Alors il pleurait, il disait « c'est parce que mes pigeons ont faim ». Mais bien sûr qu'ils avaient faim. Mais lui, quand il les voulait, il l'ignorait, crois-tu? Il savait bien qu'il allait falloir les nourrir. Mais il ne s'était pas posé de questions. Il n'avait pas réfléchi. Il voulait avoir des pigeons. Ensuite, lui aussi, il empruntait, il quémandait, il vendait des choses, il s'enlisait de plus en plus dans les ennuis. Lui aussi se fourrait les doigts dans le nez. Du coup, il n'était pas attentif en classe. Et il était en colère, rongé. Il se querellait, quoi, les dettes. Les dettes, c'est un esclavage. Personne ne lui venait en aide. Mais lui, il voulait seulement avoir des pigeons. Eh bien, avec toi, c'est pareil. Je te demande ce que tu aimerais acheter et tes yeux s'illuminent. Quoi? Un stylo, une lampe de poche, un appareil photo. Tout doux, hein? Tout doux. Tu avais des patins à glace. Tu t'es fabriqué une petite luge? Quoi? Ce n'est pas assez. Tu veux tout avoir. Et pourquoi pas une voiture, et une moto, et un avion? Qu'est-ce donc que ce nouveau Rockefeller? Tu veux révolutionner l'économie? Non, reprends-toi, mon garçon. Tiens, je me souviens d'un autre garçon aussi. Il était sérieux, intelligent. Le cinéma a failli causer sa perte. Quand il y avait un film intéressant, il fallait qu'il aille le voir. Tu comprends, il le devait. L'un veut tout posséder, l'autre est tenté par une chose, c'est la tentation. Et il lui semble qu'il n'a pas le choix. Allons, que faites-vous de la réflexion, de la volonté? Il commet une erreur et ensuite, au lieu de demander conseil, il s'enfonce tout seul, il coule. Le pire, c'est quand il ne reconnaît pas son tort. C'est quand il se tait. J'observe vos finances, les garçons. Elles ne me plaisent pas du tout. C'est triste. Aujourd'hui, ce n'est pas trop grave. Mais qu'est-ce que ça va donner plus tard? Mais quoi? Tu vas grandir, tu vas tomber amoureux, tu te marieras, tu auras une femme, un enfant, des enfants. À moins que tu ne t'assagisses, que tu ne deviennes plus sérieux. Imagine, tu mets les petits plats dans les grands. Tu continues ainsi, sans réfléchir, pêle-même. Tu gaspilles ton argent, alors que devient ta famille? Ta femme a faim, tes enfants sont déguenillés, délaissés. C'est ça que tu veux? Tu veux que ta femme meure de faim? Allons, à qui la faute? À toi, le mari, le père de famille. Eh oui. Ah, quelle vision lugubre, hein? Quelle triste perspective. Ni la Chine, ni l'Égypte, ni les colonies françaises, ni même l'Amérique ne te seront alors d'un quelconque secours. L'un a oublié qu'il fallait acheter des graines pour nourrir ses pigeons. L'autre a oublié qu'elle allait devoir acheter un cahier neuf. Et il a dépensé tout son argent au cinéma. Et toi, quand tu y penses, quoi, une montre, une bague, tu vois bien, tu le dis toi-même, ils ont tout mangé, ils ont tout bouffé. Et après, tu as un ami? Eh bien non, c'est la crise, le déficit et les grincements de dents. Ensuite, c'est une bagarre par-ci, une bagarre par-là, et l'encre renversée. Tu es en rage, hein? Tu te fourres les doigts dans le nez, impuissant. Tu dis que ton oncle va te donner de l'argent. D'accord. Ton père aussi, peut-être. Et ton frère. Rien n'est moins sûr, mon ami. Ton parrain, ton papy, nous verrons bien. Écoute, tes dettes, j'en fais le compte, atteignent des sommets.
1 zloty et 40 grosz. Tu as peur de la réaction de ton père. Tu ne veux pas inquiéter ta mère. Ton frère n'a pas une telle somme. Il te donnera peut-être 10 grosz, 25 dans le meilleur des cas. Tu dis que tu rembourseras une partie de tes dettes et qu'ensuite, ils patienteront. Bien sûr, mais ce serait mieux de rembourser la totalité. Tu verras, tu te sentiras libre, tu auras l'impression de renaître. Tu seras comme un nouveau-né, tu pourras regarder tes camarades dans les yeux. Tu dis que ton parrain est gentil et ton oncle aussi? Et si tu leur avouais? Qu'en dis-tu? Peut-être voudront-ils, avec moi, faire un geste? Écoute, je veux t'aider. S'ils ont du temps, on pourrait peut-être organiser une réunion. Tiens, un conseil de famille. Et puis, il faut aller de l'avant. Tu confieras les timbres à ton oncle pour qu'il les garde 1 mois. Je ne sais pas quelles seront ses conditions, ou 1 mois ou plus. Quant à l'harmonica, au revolver et aux lunettes de soleil, il les conservera jusqu'à l'été prochain. Il faudrait peut-être même mieux les donner à ton père, non? Écoute, je prendrai la parole. Je tenterai de te dédouaner. Et que veux-tu? Tu es jeune, ton père aussi a été jeune, pas vrai? Et je parlerai aussi à la maîtresse. Il paraît que tes notes ne sont pas fameuses. Et que tu perturbes la classe. Toutefois, je parlerai à ta maîtresse plus tard. Je voulais avant tout me mettre d'accord avec toi. Tu es irréfléchi, mon garçon. Tu es dans une situation délicate. Cette affaire est compliquée, mais pas sans espoir. Allez, voilà. Maintenant, pense-y, Et demain, tu me diras ce que tu as décidé. C'était « Tu as des problèmes d'argent », une causerie du vieux docteur Korczak à la radio polonaise en mars 1939. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'enfant a des droits.